c'est le moment d'entamer notre deuxième sujet de table ronde. Et s'il y avait plus de femmes dans la tech? Parité, mixité, diversité, ces sujets sociaux. Oui, parce qu'on pourrait aussi parler de lutte des classes, pourquoi pas, osons-le. Ces sujets-là, politiques, n'épargnent pas non plus le numérique. Alors, nous allons l'aborder, mais avant cela, je voudrais inviter Delphine Steinmetz, directrice d'agence Soprasteria, si elle veut bien nous rejoindre. Delphine Steinmetz, merci. Merci. Merci de parrainer cette conférence. Allô, oui. On vous entend. Oui, alors moi déjà, je voudrais remercier NWX tout d'abord pour la journée qu'on passe, parce que je pense que c'est une journée vraiment extrêmement inspirante. Et donc Soprasteria, on est partenaire depuis 6 ans de NWX et on est vraiment ravis de pouvoir être là avec vous aujourd'hui. S'il y avait plus de femmes dans la tech, bien entendu, ça me touche, donc en tant que femme et dans la tech, bien entendu. Et puis, c'est une cause qui est aussi très chère chez Soprasteria. Hein, donc, on est un grand groupe de la technologie dans lequel, finalement, la notion de mixité est une action, est une question que l'on se pose au niveau du quotidien. On est complètement persuadé que le sujet de la mixité est une source d'enrichissement pour notre culture d'entreprise. C'est aussi un enrichissement dans la façon dont on peut s'adresser, une complétude dans la façon d'adresser nos activités, nos métiers et nos relations avec nos partenaires, avec nos clients, avec nos collaborateurs aussi. Si on n'a pas ce double regard, finalement, on est un peu borgne dans la façon dont on adresse notre métier aujourd'hui. Alors, on a fait vraiment une cause importante, on essaye de favoriser les femmes, on essaye de lancer plusieurs types de programmes. On a notamment 2 programmes chez nous, un programme qui s'appelle Together for Greater Balance. L'objectif, là, c'est vraiment d'arriver à dynamiser le rôle des femmes au sein de l'entreprise, donc à arriver à leur porter plus de visibilité. On pratique la discrimination positive dans ce domaine-là. Et puis, on a aussi un autre programme qui s'appelle Inspiring Women. Et là, l'objectif, c'est de revenir finalement plus en amont et d'arriver à susciter les vocations et faire en sorte qu'il y ait plus de femmes qui soient candidates et puis qui puissent rejoindre nos beaux métiers. Donc là, nous, c'est quelques exemples. Je suis impatiente d'entendre la table ronde pour pouvoir émerger aussi d'autres belles idées. Donc, je vous souhaite une belle table ronde à vous tous. Merci beaucoup, Delphine Steinmetz. En effet, des enjeux essentiels, nécessaires, importants. Le numérique, proche de la réalité, proche de ces enjeux. Parité, mixité, on est presque proche de l'intersectionnalité. Nous verrons avec nos invités qui vont arriver, que je vais présenter rapidement. Souad Boutegrabé, fondatrice des Décodeuses, école gratuite pour former les femmes de milieu modeste au métier du numérique. Oriane Ledroit, directrice de la réussite des prog Open Classroom prof à Sciences Po à Paris, expert des impacts sociaux, territoriaux et environnementaux du numérique. Sid Fadia, directeur de Normandie Web School. Nous avons une belle représentation là de tous les jeunes qui nous accompagnent grâce au Normandie Web School, au Normandie Web Expert, je fatigue. Enfin voilà, ce sont ces jeunes de la Normandie Web School que nous voyons, qui nous accompagnent en bénévole. Merci à eux. Et donc, Sid Fadia est directeur de cette école à Rouen. Il forme au numérique jusqu'au bac +3. Et Herminio Porcou, directeur de My Digital Web School à Caen, qui forme jusqu'au niveau bac +5. Je les invite toutes et tous à me rejoindre sur le plateau pour cette table ronde. Jingle. Bienvenue, Souad, Oriane, Sidfa, Herminio, bienvenue. Sidafa, pardon. Alors j'ai fait une erreur dans mon... Pardon, Sidafa. Merci beaucoup pour votre présence. Vaste sujet, évidemment, même s'il s'agit de ne pas quitter le domaine du numérique, puisque c'est quand même l'objet aussi de cette journée de forum. Peut-être pour rentrer un peu dans le sujet de la formation, plus particulièrement, et de la parité, Souad, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des Décodeuses que vous avez fondées, de cette aventure? Déjà, merci beaucoup pour cette invitation. Oh, je vous en prie. Moi, je suis vraiment ravie de discuter avec vous de notre sujet parce qu'on l'aborde très peu, cette problématique d'exclusion des femmes, hein, parce qu'il ne s'agit pas de sous-représentation. C'est vraiment un domaine, des secteurs dans lesquels on est complètement absente, et pour des raisons bien particulières que j'expliquerai juste après.
Donc vraiment, je vous remercie d'aborder ce sujet et je suis ravie de partager cette table ronde avec vous parce qu'on se rejoint vraiment sur des valeurs de solidarité et de justice sociale et d'équité. Donc merci beaucoup pour ça. Décodeuse, c'est né de mon expérience. Il y a 6 ans, j'ai souhaité partir d'un secteur et me reconvertir à la programmation. Il y avait un discours qui disait « Bienvenue à toutes les femmes, on n'est pas assez nombreuses, on recrute intensément dans tous les secteurs. » On est en France, je participe à différents programmes, je me forme, je participe à différentes communautés. Je m'aperçois que ça n'est pas assez pour intégrer une entreprise. Les entreprises ont beaucoup de mal à comprendre qu'il y a des personnes qui ont une première carrière dans d'autres secteurs et qui veulent devenir programmeuses. D'un côté, on est senior, de l'autre côté, on est junior. Et j'ai travaillé pendant 1 an avec différents services RH pour comprendre ce qu'il fallait. J'ai travaillé avec différentes communautés pour comprendre qu'est-ce que je devais ajouter pour être intégrée dans une entreprise en tant que programmeuse junior. Je me suis aperçue que dans toutes les formations qu'on proposait, il n'y avait pas d'accompagnement à l'emploi. Pas d'accompagnement pour comprendre les nouvelles recherches d'emploi, pour comprendre où sont les offres, pour comprendre quelles étaient les nouvelles façons de travailler. Comment est-ce qu'on travaille dans un univers tech quand on y est complètement étrangère? J'ai compris qu'il fallait du réseau. J'ai compris qu'il fallait contribuer à des projets en ligne. Tout ça, je l'ai compris grâce à une communauté de développeurs. Ça, c'est un des très très bons points qui existent. C'est qu'on a une grande communauté de développeurs qui sont vraiment des alliés, qui aident les femmes à intégrer le milieu. Et puis les entreprises, petit à petit, ont été plus ouvertes à des profils juniors comme le mien. Et c'est comme ça que Décodeuse est née. Décodeuse, c'est le féminin pluriel de codeur. Il y a quelques années, j'aime bien raconter cette anecdote parce que quand on va sur un moteur de recherche et qu'on tape codeuse ou programmeuse ou développeuse, automatiquement, il le transforme, il le conjugue au masculin. Donc déjà, on envoie quand même un message pas très sympa. Et donc, j'avais alerté Google et d'autres moteurs de recherche en ligne. Et puis maintenant, ça y est. Maintenant, quand on tape codeuse, on peut avoir le descriptif du métier. Donc nous, on a proposé de créer une communauté de femmes qui ont envie de devenir programmeuses, qui ont une première partie de carrière dans n'importe quel secteur. Le seul prérequis, c'est la motivation, c'est la disponibilité. Et donc, on s'est mis à travailler ensemble, vraiment du temps plein, tous les jours, contribuer à des projets, proposer des sites internet, créer des bases de données. On est allé sur des sites comme Open Classroom. Et vraiment, on s'est aperçu que, d'une part, d'être regroupés, d'être ensemble, de contribuer, ça marchait très très bien. De travailler en réseau. Exactement. Et puis ensuite, on est allé chercher les entreprises. On leur a dit, voilà, on prépare des femmes. Vous avez constitué une force pour aller chercher les entreprises. Absolument. On est allé voir les entreprises, on leur a expliqué le projet. Elles ont contribué financièrement, mais aussi par du mécénat de compétences. Et aujourd'hui, notre programme, il est 1/3 en mécénat de compétences. Vraiment, beaucoup de services IT s'impliquent, beaucoup de collaborateurs s'impliquent, ils interviennent, ils contribuent, ils partagent vraiment leur réseau. Ensuite, on a 1/3 de compétences purement techniques pendant 6 mois et on finit par 6 mois de stage pratique. Et aujourd'hui, on a un taux de satisfaction des entreprises de 98% et on a surtout un taux d'insertion à l'emploi qui est quasi de 100% parce qu'on ne forme que 30 femmes par centre. On a des lieux en Ile-de-France et là, on va en ouvrir à Lille et à Marseille. Alors, on ira peut-être dans le détail justement de la formation avec Sitafa et Herminio. Vous avez fléché vers Oriane Ledroit sur Open Classroom. Est-ce que vous pouvez, Oriane Ledroit, nous dire un petit peu ce que c'est? Oui, bonjour à tous, merci pour l'invitation. Alors Open Classroom, c'est une école en ligne, 100% en ligne, qui propose un certain nombre de formations sur des métiers qui sont uniquement des métiers en tension, c'est-à-dire là où on sait qu'il y a des besoins pour les entreprises, que ce soit en France ou à l'étranger, parce qu'on est surtout en France, mais on est aussi dans pas mal d'autres pays. Et on a dans ces formations-là, comme l'a dit Souad, on a un certain nombre de cours qui sont accessibles gratuitement sur la plateforme.
peut les dénommer sous l'appellation de MOOC, que je pense que vous devez connaître. Et donc on en a 600 qui sont en ligne. Et on a à côté de ça 57 parcours qui sont diplômants, certifiants, donc reconnus par l'État, qui débouchent sur des titres professionnels. Et généralement, c'est ça qui aide à l'insertion dans l'emploi. Et on est une école qui a développé en fait une pédagogie spécifique. Évidemment, pédagogie en ligne, on doit inventer un modèle. On a l'habitude des cours physiques dans des classes avec des professeurs, etc. Un accompagnement particulier. Voilà, on a inventé un modèle pour que ça réussisse, parce qu'être seul devant son ordinateur, ça suffit pas, évidemment. Et c'est un modèle qui est basé un petit peu sur trois grands axes. Le premier axe, c'est on acquiert des compétences en ligne au rythme que l'on souhaite ou qu'on est capable de suivre et de manière complètement asynchrone, ou en tout cas on n'a pas de contraintes d'horaire, et ça c'est très intéressant pour des personnes qui ont par exemple une charge familiale. Oui, j'allais venir. À quel public c'est adressé particulièrement? Ça s'adresse à tout le monde parce qu'en fait on prend acte, il y a énormément d'études scientifiques universitaires qui le prouvent, qu'on n'apprend pas tous au même moment, on n'est pas tous bons pour être attentifs le matin ou bons pour être attentifs plutôt le soir. Donc nous en fait on laisse cette facilité-là ou cette adaptabilité-là. On sort un peu des normes de l'apprentissage. Voilà, on n'est pas du tout là-dessus, on est sur des choses qui sont très ouvertes. Et donc on acquiert des compétences de manière assez classique, mais à notre rythme. Ensuite, quand on rentre dans des parcours qui sont certifiants ou qui sont financés par des organismes notamment publics, on a un mentor qui nous suit, qui est un expert du métier sur lequel on travaille, sur lequel on se forme, et avec lequel on a une réunion chaque semaine pour faire le point, pour avancer, pour aussi se donner confiance, parce que c'est souvent aussi des sujets qui sont, des enjeux qui sont très importants dans le parcours de formation. Et puis ça connecte avec la réalité, comme on est du 100% en ligne, évidemment, il faut des contacts humains. C'est un contact humain par un intermédiaire ordinateur, mais ça reste un contact humain. Et le troisième pilier, c'est qu'en fait, dans tous les parcours, on a un certain nombre de projets qui sont un peu des cas d'usage, des cas concrets, professionnels, auxquels on serait amené à faire face dans le cadre du métier pour lequel on se forme et qu'on doit réaliser. Et donc ces trois piliers-là, l'apprentissage à son rythme de compétences de fond, hard skills, comme on a l'habitude de les dire, de les nommer, pardon, un mentorat hebdomadaire et la réalisation de projets concrets, ça donne une méthodologie, une pédagogie qui a fait ses preuves pour le 100% en ligne et qui fonctionne. Alors peut-être qu'on pourra parler plus encore précisément des résultats effectivement de cette action. Oriane, est-ce que vous voulez bien donner votre micro à Herminio? Merci, parce qu'on a un micro en moins. Merci. Sitafa, vous avez un micro juste pour vous. Vous êtes directeur d'école. Alors peut-être plutôt commencer par Sitafa, parce que vous êtes jusqu'à Bac plus 3. Donc c'est... Bac plus 5. Ah d'accord, alors je me suis trompé, décidément, mes notes. Alors c'est vous, Herminio, plutôt... Bac plus 5 également. Bac plus 5 aussi, Oui, alors. on a un master aussi. Ça n'a pas été noté, mais on a un voilà, master. il faut que on mette à jour Wikipédia. Alors, commencez peut-être tout de même par vous, Sitafa. Comment, tout à l'heure, Souad Boutegrabé pointait une chose, alors peut-être un peu complexe. À propos des femmes, elles ne sont pas sous-représentées, elles sont exclues. Est-ce que ce distinguo vous parle, vous, en tant que directeur d'école? Bon, tout d'abord, merci pour cette invitation. Oui, c'est quelque chose que nous constatons effectivement à la school, où on n'a pas la parité en fait, hein, d'accord, dans les métiers du numérique. Quand on rentre même plus en détail dans nos métiers, dans les formations, à la Normandie Web School, nous avons 4 filières. On fait du développement web et mobile, le marketing, le web marketing, le community management et la communication graphique, donc tout ce qui est graphique. On voit que plus les métiers demandent de la technicité, de la technique, moins il y a de la présence des filles. Donc, en communication graphique, on a une surreprésentation des filles. En community management, une surreprésentation. En web marketing, comme il y a un peu de technicité, on a 40% de filles à peu près, et le reste, ce sont des garçons. En développement, je ne vous en parle même pas, c'est 20% de filles. Voilà. Et donc, on se pose la question, mais pourquoi ? C'est bizarre. Pourquoi, dès l'instant qu'on parle de technique, de performance, il y a moins de filles?
Les filles sont-elles moins pertinentes? Alors, c'est là que se pose la question de l'exclusion, peut-être. Swad, vous vouliez réagir? On va rebondir. Prenons. Il y a plusieurs raisons. Déjà, aujourd'hui, on observe, depuis 2013, c'est sorti il n'y a pas très longtemps, mais les femmes qui sont dans des métiers, qui exercent des métiers techniques, même depuis des années, désertent les services IT pour plusieurs raisons. La première, c'est l'absence de promotion, l'absence de valorisation de la part des managers, des dirigeants. Et la deuxième raison, c'est le sexisme. Et évidemment, quand on est dans une salle avec que des hommes, c'est très difficile de faire sa place. Déjà, que quand on est dans une pièce avec un homme, il prend toute la place. Donc quand il y en a 90... On s'est tenu à carreau, hein, vous voyez. c'est déjà difficile, mais on sait déjà que voilà, dans les entreprises, aujourd'hui, des entreprises mettent en place des façons, des manières, des astuces, elles mettent les moyens pour que les femmes restent. Mais aujourd'hui, on a quand même une charge familiale qui est largement supportée par les femmes. Donc déjà, quand vous avez un entretien d'embauche, un manager qui vous dit vous avez des enfants, vous vous en occupez, à quelle heure vous devez partir, mais qui ne pose absolument pas ces questions à un homme. Bon, on a vraiment beaucoup de travail à faire sur ce sujet. Et en plus, dans les équipes IT, on observe aussi que les managers et les hommes, les programmeurs, en fait, doutent des compétences des femmes. Donc on a vraiment beaucoup de travail à faire au niveau des entreprises. Et dans les formations, on s'adresse quand même principalement aux hommes. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une barrière mentale que les filles se mettent? Non. On sait tout faire. On sait aussi qu'il y a une représentation, il y a la représentation du modèle quand on regarde ceux qui incarnent les personnages, c'est-à-dire les gens les plus, je vais dire les personnes les plus importantes dans le monde de la tech. On a quoi? On a Steve Jobs, Bill Gates, Sergey Brin, Larry Page ou Elon Musk. C'est que des hommes en fait. Alors, donc il y a ce problème de représentativité aussi qui est là. C'est-à-dire, est-ce que les femmes ont un modèle en face pour se projeter, se dire oui, mais c'est possible aussi. Alors sur cette question de la représentation, peut-être que vous voulez réagir. Et puis on vous donnera la parole tout de suite, Herminiou. C'est une question, on est au cœur du sujet. Non, mais en fait, c'est pas un problème dans la tech, c'est un problème dans la vie. C'est ce que j'allais dire. Donc à un moment donné, c'est très important de faire cette discussion et ce débat, et le combat est nécessaire, mais c'est un problème dans la vie. Il y avait une très bonne exposition il y a peut-être 5 ans à la Gaîté Lyrique sur ce sujet-là à Paris. On a effacé les femmes de l'histoire de la tech. Elles étaient très très nombreuses informaticiennes dans les années 50. Elles ont été pour certaines les premières à inventer les algorithmes. On les a effacées. Mais comme on a effacé des femmes qui faisaient de la chasse quand on était au paléolithique, comme on a effacé, ou comme on a voulu expliquer que des femmes qui étaient... Jeanne d'Arc, on est à Rouen, Jeanne d'Arc était un bon sujet, même si elle a été réappropriée par des discours politiques, mais voilà, on a effacé les femmes de l'histoire, donc on a effacé les femmes de l'histoire de la tech, et donc effectivement, des jeunes femmes ou des femmes ont plus de difficultés à trouver dans l'histoire ou dans l'actualité des rôles modèles qui sont effectivement importants pour se construire, qui sont effectivement importants pour imaginer que c'est possible, imaginer que c'est un horizon qui peut nous satisfaire, etc. Et d'ailleurs, ce qui est terrible, c'est que c'est toujours le cas dans les écoles, c'est-à-dire que moi, j'ai été prof à Sciences Po à Lille, je suis prof à Sciences Po à Paris, je suis atterrée par la différence de présence, tu le disais, et d'occupation de l'espace entre les femmes et les hommes. De l'espace, vous voulez dire quelque chose du cours. Physiquement. Ouais, de l'espace physiquement et du temps de cours. Et pour des questions ou des idées ou de partage de connaissances qui sont relativement souvent plus faibles, ou moins élevées que...
qu'elle laisse la place. C'est fou. Et le discours sur la légitimité, c'est un discours qu'on doit toujours porter, toujours entendre. Je suis optimiste. Je pense qu'on voit, les projets le montrent et d'autres projets le montrent, mais c'est un problème global. C'est un problème global de société. Voilà. Oui, auquel la tech n'échappe. Voilà. On est vraiment dans quelque chose de systémique. Et dans une France élitiste. Dans une France construite sur un modèle élitiste où les écoles qui ne sont pas HEC, le SCP, Sciences Po, etc., n'existent pas, en fait. Arminio Porcu, vous aussi qui êtes un formateur, un directeur d'école, vous voulez peut-être réagir et puis parler un petit peu aussi. Oui, alors effectivement, déjà merci pour l'invitation. Donc à Caen, notamment, nous, on dispense des formations, on a 6 bachelors et 6 MBA qui couvrent les métiers du digital. Effectivement, tout à l'heure, tu évoquais le rôle des femmes dans l'informatique. Je pensais à Ada Lovelace qui notamment nous a montré le chemin, puis d'autres par la suite. Et comment, en tant que directeur d'école, et peut-être aussi Sitafa, vous pourrez rebondir, puisque vous l'êtes aussi, comment vous êtes confronté à ce dont parle Oriane et Souad vis-à-vis de ces discriminations, de cet effacement qui s'opère, comment vous y êtes confronté, et si vous l'êtes, quelle procédure pédagogique, quelles règles vous pouvez adopter? Tout simplement, les demandes que nous avons sur les diplômes sont, sur celui-là, en tout cas, sur celui qui concerne le développement pur, le développement web, puisque nous on fait du développement web, donc on ne fait pas de réseau, voilà. On a très très peu de demandes féminines pour ce niveau-là. Donc on réfléchit. Quand il y en a, vous les valorisez? Pardon, soit vous voulez intervenir, je vous en prie. On les favorise. Oui, j'allais juste dire que nous, on forme 30 femmes et on reçoit à peu près 300 candidatures. Je pense que c'est une façon déjà, il faut s'adresser à elles, aller les chercher dans les établissements aussi, aller discuter avec vraiment faire créer des moments avec des filles quand elles sont au collège, au lycée, parce qu'en fait, il faut s'y prendre très tôt, mais aussi dans les établissements, s'adresser vraiment à elles, parce que quand on s'adresse à... C'est effectivement ce qu'on a fait l'année dernière avec une de nos étudiantes qui s'appelle Sarah, qui est donc la seule fille de la classe de 10 développeurs qu'on avait l'année dernière, et on en a profité pour justement communiquer sur le fait que Sarah était dans une équipe de garçons, pour le coup, et on a fait quelques articles sur notre site web, sur LinkedIn, et on va en faire d'autres. Cette année, nous avons 22 étudiants dans ce cycle, et une fille également. Donc là aussi, on travaille en com pour le montrer. Et puis surtout pour montrer que c'est comme le marketing et c'est comme la création numérique. Nous, on remarque que nos classes en web marketing, en création numérique, en direction artistique web sont beaucoup demandées par les femmes. Et on remarque que les développements sont beaucoup demandés par les garçons. Pour des questions de quoi? Parce que le développement, c'est plutôt du chiffre, c'est ça? C'est plus technique, en fait. C'est ce que je disais en préambule, c'est que dès que c'est très technique, on a une sous-représentativité des femmes, en fait. Donc le chemin, il est long, ça va être compliqué, ça va être très très long. J'ai lu en papier que si on ne fait rien, si on laisse comme ça la parité, on va l'atteindre en 2120. Si on le fait rien, si on reste juste toutes choses égales par ailleurs, en 2120. Donc c'est long quand même. Donc nous, on essaie à la Normandie Web School, par exemple, de mettre en avant, sur toutes nos plaquettes de communication, de mettre en avant les filles. Parce que tout aussi est une question de représentativité. Il faut que les filles puissent voir les semblables. Je choque, on peut se dire, ah oui, mais s'il y a des filles qui font du numérique, du web, tout ça, ça veut dire que moi aussi. Parce qu'il faut aller aussi à la base, en fait. Tout à l'heure, soit tu disais au collège. Moi, je dirais même en primaire. Moi, j'ai une copine directrice de primaire. Je lui ai dit que je veux amener mes gars pour sensibiliser les jeunes, les filles, tout ça, que c'est possible. Donc c'est à la base, en fait. Et pour revenir à la question que tu posais tout à l'heure, il y a un paradoxe, en fait. Moi, donc j'ai 2 casquettes. Je veux atteindre cette parité, certes, mais je n'oublie pas que je suis chef d'entreprise. En fait, dès l'instant que mes classes sont pleines, et je sais qu'ils sont majoritairement pleines parce qu'il y a des garçons
qu'est-ce que je fais? Est-ce que je réfléchis sur ah oui, mais bon, j'ai trop de garçons, il me faut plus de filles? Non, mais là, je mets ma casquette de chef d'entreprise, je me dis, je vois des euros, en fait, des chiffres. Donc, je choque un peu, en fait, hein, d'accord? Je fais un travail, en tout cas, nous, à la SCO, on fait un travail en amont pour essayer de mettre les filles au devant de la scène. On les amène avec nous, que ce soit dans les salons, voilà. C'est le modèle, en fait, qui est important aussi. Il faut travailler et puis les mettre en avant. Et les garçons, on peut... Effectivement, je rejoins complètement mon collègue sur ce point. On essaye de répondre aux problématiques de la même manière, mais je pense qu'il faut travailler, il faut faire des groupes de travail pour réfléchir à comment on peut faire ça mieux. Parce que là, pour l'instant, comme outil, nous avons notre communication, effectivement les plaquettes et tout, mais ça ne suffit pas. Il y a aussi ce qu'il faut mettre en avant aussi, c'est le travail qui est fait avec les entreprises, puisqu'on a des alternants qui sont donc employés dans des entreprises, et nous, on essaye d'avoir un maximum de projets réels et de mettre en avant, quand c'est le cas, la personne qui a travaillé sur le développement d'une application, justement. Arminio, vous voulez bien donner votre micro à Oriane? Non, moi, je voulais juste poser une question pour savoir si, en tant que chef d'entreprise, tu penses que si tu attendais un mois de plus et que si tu faisais une com un peu forte sur des femmes, tu n'aurais pas des femmes qui remplaceraient tes garçons et donc tu n'aurais pas tes classes complètes? Non, en fait, je disais que quand la classe est complète, quand j'ai mes pipes qui sont pleines, là, j'ai atteint mon objectif en chiffres. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me dis, ah ouais, même je vais enlever les garçons pour aller chercher d'autres filles ou pas? Et je sais que j'ai fait les efforts en amont pour attirer plus de filles dans mes salles. Mais ce n'était pas concluant, du coup. Comment? Mais ça n'a pas été concluant, c'est ça? Ça n'a pas été concluant. En fait, je vis... C'est un problème de société, en fait. Hein, donc, c'est pas que dans la tech, c'est... Oui, mais ça veut dire que si on a tout le temps ce raisonnement de... On privilégie la performance, on met en avant la performance et on ne va pas chercher la justice, ce qui est juste, ce qui est préférable, ce qui nous fait avancer toutes et tous. Bah dans ce cas, en fait, on reste tout le temps dans le même... Enfin, on peut y être pendant des années encore. On a toutes et tous une responsabilité. C'est soit, en fait, on se dit... Il faut aller chercher des femmes, on veut des classes où il y a 50-50, on fait tous les efforts pour, même si je perds de l'argent en tant que chef d'entreprise. Aujourd'hui, il y a même des entreprises qui vont chercher des femmes juniors, parce qu'elles sont évidemment au courant du problème, et qui décident d'exclure des hommes, parce qu'à un moment donné, en fait, il faut laisser la place. Si on ne laisse pas la place, si on ne fait pas de la place, si on ne va pas les chercher, si on n'y met pas tous les moyens, bah, en fait, on se dira encore... Et je suis parfaitement d'accord avec toi, Swad. Tu auras noté que j'ai dit que... Mais là, tu viens de faire ton je vais choquer un peu. Je risque de choquer. Donc, c'était juste pour choquer un peu. Bien évidemment, ce n'est pas ce que je fais. Donc, on met beaucoup de moyens pour attirer les filles. Mais vraiment, et d'ailleurs, c'est pour cela qu'on est là, pour en discuter, pour voir comment on fait, en fait. Comment fait-on? Pourquoi on n'y arrive pas? Swad et Oriane, enfin, Arminio, on discute. Je suis désolé, il n'y a que 3 micros, donc on est obligé de les partager. C'est des questions d'habitude. C'est des questions d'habitude qu'il faut changer. C'est aussi compliqué que ça. Parce que ça a l'air... Voilà, le débat est intéressant, ça a l'air complexe, et en même temps, pas tant que ça. Parce qu'il n'y a rien de plus qui semble plus difficile a priori de changer une habitude, et une fois qu'elle est changée, on se dit, mais pourquoi on faisait comme ça avant? Alors moi, je voulais juste parler de ce qu'on faisait sur Open Classroom. Alors c'est pas du tout transposable parce que, faut avoir en tête, Open Classroom, c'est 500 collaborateurs, c'est 12 000 étudiants en cours de formation là actuellement, donc c'est une très grosse entreprise, école-entreprise. Non, mais c'est un exemple très concret. Mais voilà, et en fait, un peu sur 2 points. On est une entreprise du numérique et on est une école. En tant qu'entreprise du numérique, on a une politique RH. Voilà. Je pense qu'il y a 3 choses qui sont intéressantes, qui ne sont pas reproductibles, mais qui sont intéressantes et qui donnent un peu à voir un nouvel imaginaire qui est intéressant. La première chose, c'est on a une politique RH de congés illimités. C'est-à-dire de congés illimités. Je rentre dans le détail, mais c'est-à-dire qu'en fait, moi, je peux prendre des congés quand je veux à partir du moment où le travail est fait.
Et donc, en fait, c'est une politique RH. Il y a un autre point qui est intéressant, c'est à partir du moment où on a quelqu'un de malade ou dans sa famille ou quelqu'un qu'on doit accompagner dans quelque chose, etc., on peut prétendre à des congés. Voilà, il y en a 5 par an, mais ces 2 points-là, c'est des politiques qui permettent de concilier vie personnelle et vie professionnelle et qui sont évidemment déterminantes pour la place de la femme, pas que évidemment, mais pour la soulager de sa charge mentale. Exactement. Et le 3e point qui est intéressant, c'est que aujourd'hui, sur les offres de poste qu'on ouvre, et elles sont assez nombreuses, on a décidé d'effacer les exigences en termes de diplôme et on les a remplacées par des exigences en termes d'expérience et de compétences acquises. Et en fait, ça ouvre finalement à des recrutements. Alors, c'est un peu plus large que le sujet des femmes, mais ça ouvre à des recrutements qui ne sont pas juste sur l'étiquette d'une école ou l'étiquette de reproduction sociale, d'élitisme à la française, etc. Ça, c'est le premier point sur la partie RH qu'on a nous. 2e point sur la partie école, qui dépasse aussi un peu le sujet des femmes, mais notre plateforme, elle a des cours qui sont 100% accessibles, y compris pour les personnes en situation de handicap. Par exemple, dyslexie, des personnes qui sont qui voient pas bien, qui lisent pas bien. Ça a été travaillé pour que ce soit plus accessible, et ça, c'est une bonne chose. C'est encore compliqué, et tous les sites Internet ont du mal à se mettre en accessibilité, mais c'est déjà un point. Le 2e point que je voulais donner, et c'est un peu aussi en rapport à ce que vous dites, c'est aujourd'hui on a un formidable levier qui est soutenu par la puissance publique qui s'appelle l'apprentissage, qui permet en fait d'être formé alors qu'on est aussi en entreprise, qui permet donc d'avoir de l'argent, enfin de gagner de l'argent au moment où on est formé, et de se confronter à une situation, à des réalités professionnelles qui sont très concrètes, très directes. Et ça, moi je pense que c'est un levier très fort pour notamment faire rentrer des femmes dans la tech, parce que ça nous met dans une entreprise, donc ça nous confronte aussi avec la réalité, mais ça nous permet aussi de donner à voir les compétences qu'on a très vite, et par ailleurs ça sécurise financièrement le parcours de formation. Et alors, comme vous avez une double casquette, comme Arminio aussi et Sitafa, vous le disiez, en tant que chef d'entreprise... Je ne suis pas chef d'Open Classroom. Mais... D'accord. Ah non. Mais heureusement pour moi. Est-ce que vous avez le sentiment que la personne qui est chef d'Open Classroom, est-ce que vous avez l'impression que cette politique-là, qu'on peut appeler une sorte de politique de discrimination positive, en tout cas qui va dans le sens de cette philosophie-là dont parlait Delphine Steinmetz tout à l'heure, est-ce que c'est au sacrifice des performances de l'entreprise ? Non, non. C'est une entreprise qui est dite entreprise à mission, donc c'est une entreprise qui a aligné en fait sa stratégie de performance commerciale avec les valeurs qu'elle porte. Et donc voilà. C'est dans ses objectifs même. Voilà, et je pense que c'est une très bonne manière d'ailleurs d'aller chercher aussi des gens qui croient en le fait de faire avoir de l'impact, y compris avec un modèle économique. Et voilà, c'est aussi le pragmatisme de dire on est capable d'être une entreprise, de viser des objectifs commerciaux, financiers, budgétaires. Dans une startup, on a levé de l'argent, donc on a des investisseurs qui nous regardent, donc on rend des comptes très très forts. Mais par ailleurs, on a des équipes qui sont impliquées sur la réalité de l'impact, et on est une école, donc on vise à former et à insérer dans le marché de l'emploi. C'est nos principaux indicateurs de performance. C'est le volume de formation, et c'est surtout, comme le disait Swad, l'insertion dans l'emploi. Et donc en fait, l'insertion dans l'emploi, c'est aussi amener des personnes qui en sont éloignées vers de la formation sur des métiers, comme je le disais, qui sont des métiers qui recrutent, donner des codes à des personnes qui n'en ont pas, de l'emploi, etc., etc. Et donc non, en fait, c'est pas du tout, au contraire même, en fait, c'est une entreprise qui arrive à aligner les choix un peu sociétaux, philosophiques et les modèles business. Pardon ? Qui remplit son cahier des charges. Oui. Après, il y a plein de choses perfectibles, je vous rassure. Pardon ? Il y a plein d'autres choses qui sont perfectibles. Oui, ça j'imagine. Herminio, peut-être, ou Sitafa, sur ce que soulevait Oriane, sur par exemple,
comme vous êtes aussi sur des contenus de formation, j'imagine. Donc comment, sans aller sur des questions de discrimination positive, etc., c'est pas nécessairement le sujet, quoique je pense qu'on en est assez proche, mais par exemple, des contenus spécifiques sur, je sais pas, moi j'en sais rien, de la confiance, de comment aborder l'emploi, comment... Non, à mon avis, il faut pas avoir des contenus spécifiques, puisque la réalité du marché, en tout cas des demandes des entreprises, fait que nous construisons des parcours de formation qui y correspondent. Donc il ne s'agit pas de faire un contenu spécifique pour qui que ce soit, ça voudrait dire qu'effectivement on fait une différence. Oui. Cependant, il faut... Mais les attentes des entreprises, elles ne peuvent pas bouger en fonction de... Rêvons un peu. Est-ce que les attentes des entreprises, elles ne pourraient pas aussi bouger elles-mêmes? Non, mais ça bouge. Ça bouge un peu, pas suffisamment. C'est pour ça qu'il y a une vraie conduite de changement aussi à faire de ce côté-là. Nous, on peut le faire aussi. On y va d'ailleurs. Il y a des écoles qui arrivent à le faire, qui arrivent à faire 50-50. Oui, exact. Donc ça veut dire que c'est possible. Et simplement, ça a pris du temps, parce que cette école-là, enfin, je connais bien la personne qui dirige cette école aujourd'hui, je ne vais pas donner le nom, mais en tout cas, ça lui a pris un peu de temps, ça lui a pris 2-3 ans sûrement, pour obtenir 50%, pour obtenir la parité. Donc il y a un exemple, donc ça veut dire que c'est possible, et il faut juste regarder les bonnes pratiques, et voir ce qu'on peut mettre nous en place dans nos périmètres qui ne sont pas tout à fait les mêmes, parce que là je parle d'une école parisienne aussi où il y a peut-être des facilités. Simplon 42 qui fait ça. Exactement. 42 a mis en place un parcours spécifique pour les femmes et d'ailleurs 42, l'école 42. L'école 42, c'est une école qui propose donc 3 ans d'apprentissage à la programmation. Au début d'ailleurs, à Paris. Et au début d'ailleurs, elle ne s'adressait qu'à des garçons. C'est-à-dire, expliquez-nous soit. Ah bah, c'est simple, on a un langage qui est quand même... Soit on s'adresse à des garçons, soit on s'adresse à des filles. Donc, devenez programmeur, devenez l'ingénieur de demain, devenez... jamais déjà, dans les campagnes, on voit, dans les campagnes publicitaires, devient programmeuse, devient développeuse, devient leader comme telle ou telle femme. Est-ce que l'utilisation de la langue inclusive pourrait aider selon vous? Oui, devient mais après, ingénieur.e. Oui, mais après, là, ce qui fonctionne en France, en tout cas, c'est tous ces programmes qui s'adressent aux femmes. On voit bien que quand on s'adresse à des femmes, en fait, déjà, elles investissent l'espace et d'ailleurs, elles sont très performantes. Mais aussi, je voudrais juste rappeler quand même que les entreprises en France, là, ces derniers temps, elles se sont intéressées aux femmes uniquement parce que ailleurs, à l'étranger, dans plein de pays, ils se sont aperçus que, bon, déjà, on était très en retard en termes de mixité et de parité, mais aussi que les entreprises étaient beaucoup plus performantes avec des équipes mixtes dans les entreprises tech. Donc c'est aussi parce que tout d'un coup, on s'est dit « Ah, mince, en fait, hommes et femmes, on est plus performants. Venez, on va chercher des femmes. » Mais c'est pas comme ça qu'on devrait réagir. Si on veut que chacune et chacun ait sa place, il faut vraiment qu'on explique que demain, il faut que les solutions, elles soient proposées autant par les femmes et pour les femmes, autant par les hommes pour les hommes, autant par... En fait, toutes les minorités, elles doivent pouvoir être représentées dans toutes les entreprises. Aujourd'hui, en France, moi, je travaille à Paris. C'est catastrophique. On ne voit que les clones partout, tout là-haut. Et puis, en bas, tout d'un coup, il y a un peu plus de couleurs. Mais ça n'est absolument pas comme ça qu'on devrait avoir notre société. En fait, on le voit partout. D'ailleurs, on en parle quand même tous les jours de toutes les nationalités et de toutes les couleurs. Mais en revanche, on ne les voit pas dans les sociétés. Donc, c'est ce que disait tout à l'heure Oriane. On a un vrai problème de société. Moi, je suis convaincue que les entreprises, elles ont un rôle vraiment fondamental pour changer les mentalités. Parce qu'on le voit dans les entreprises qui sont arrivées en France, des entreprises étrangères, qui n'ont pas du tout cette culture française il nous faut des gens de la même école, qui nous ressemblent. On veut aussi qu'ils parlent comme nous, qui viennent de la même classe sociale. Ils ne sont pas du tout comme ça. Et donc, il y a de toutes les nationalités. Nous, on travaille avec Salesforce, mais c'est incroyable tout ce qu'ils font pour que tout le monde soit représenté. Mais c'est incroyable. On va à chaque étage, il y a des gens de tous les pays. Et on va dans une entreprise française et c'est tout l'inverse. Plus on monte, et moins il y a de couleurs. Donc en fait, on sait très bien qu'il y a ce problème-là. Et les écoles aujourd'hui, de toute façon, vraiment, si on veut une société qui soit juste et équitable, en fait, on doit s'adresser à des femmes, on doit monter des programmes spécifiques pour les femmes, on doit aller chercher les femmes là où elles se trouvent, et aussi on doit rappeler aux hommes qu'il faut qu'ils mettent un pas un peu en arrière, là, parce qu'en fait, ils prennent toute la place. Il y a, je ne sais
sais pas, devenez alliés, demandez aux femmes comment on peut les attirer, comment on peut les aider, comment on peut les soutenir. Prenez un peu aussi de votre charge familiale. Et puis, il y a autre chose, c'est que récemment, il y a des entreprises qui ont proposé un congé menstruel. C'est génial. Enfin, on aborde le congé menstruel en entreprise. Eh bien, 90% des hommes qui répondent « Quoi ? Mais c'est pas normal, et nous ?» Mais enfin, il ne s'agit pas de... On doit rétablir l'équilibre. Rétablir l'équilibre, ça veut dire que, effectivement, si dans la société, on demande aux femmes d'être beaucoup plus présentes et beaucoup plus performantes, eh bien, dans ce cas, on doit aussi comprendre que, oui, on n'est pas fait pareil, mais ça, c'est juste biologique. Et donc, on accorde un congé menstruel et ça ne diminue pas ce que les hommes ont déjà, en fait. Je ne comprends pas ce truc de... et nous, alors ? Non, en fait, vous avez accès à tout. Maintenant, laissez la place aux femmes. Oriane, vous les réagissez. Je suis d'accord. Non, mais c'est un peu le problème du débat en France sur le fait qu'à partir du moment où on donne un nouveau droit à quelqu'un ou à une telle catégorie, on retirerait un droit à quelqu'un d'autre. Bah non, en fait. Ça se complète, et c'est aussi la question du progrès et de l'avant. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a des démarches qui sont des démarches orientées pour les femmes que ça nuit à la réussite des hommes, notamment dans le monde de la tech. Tout est complémentaire. Et je suis d'accord, et pour rebondir aussi à votre question tout à l'heure, et je suis d'accord avec ce que Souad a dit sur Salesforce et sur les autres entreprises, c'est qu'en fait, par pragmatisme, et notamment sur les entreprises du numérique, c'est-à-dire celles qui créent des services numériques qui s'adressent à potentiellement à tous, en fait, il faut des équipes diverses. Parce que la conception même du service, ouais. En termes de RH et en termes de capacité à penser le service qui va être adopté le plus massivement. Et en fait, si on est des équipes, pardon de la caricature, mais hommes blancs de plus de 40 ans, on conçoit un certain service qui ne répondra pas, mais par conception, par design, à ce que quelqu'un, femme, pas blanche, voilà, plus de la moitié de l'humanité, parce que des hommes blancs de 40 ans, il y a aussi tous les jeunes avant, tous ceux qui ne sont pas blancs, etc. Voilà. Et en fait, eux, par pragmatisme, et donc par recherche aussi de performance économique, vous posiez la question tout à l'heure, vont concevoir les choses différemment. Donc les équipes, les process, et les process de création, de créativité, de confrontation de design usagé, etc., etc. Et en fait, c'est là où on est fous, nous. Enfin, on est vraiment fous. Ça ne fonctionne pas. Et d'ailleurs, c'est aussi... moi, avant, je travaillais dans l'administration. C'est pour ça qu'on est en partie mauvais sur la production des services administratifs. Parce qu'on a des équipes, parce que les techniciens de l'État sont des hommes blancs sortis du corps des mines, donc Polytechnique, ou ingénieurs télécom. Bon, en fait, avec ça, on a tout dit. Parce que c'est vrai, parce qu'en fait, si on parle pas très bien français, si on comprend pas le langage administratif, c'est tout ça, c'est la réalité des gens, de plein de gens, et on n'arrive pas à faire une démarche basique, et comme en plus on n'a pas de guichet, on n'a plus de guichet, voilà. Et pourtant en France, et c'est ça qui est fou en fait. C'est vraiment l'universalisme en France, c'est d'humanisme. Oui, mais c'est là un universalisme qui ne veut pas s'adresser aux différents problèmes qui sont aujourd'hui. Et comment Sitafa, comment je voulais juste dire que moi j'ai commencé le travail là maintenant tout de suite, parce que d'habitude je prends beaucoup de place partout où je suis. Et donc là, comme elles m'ont convaincu, vous avez vu que je me suis mis en retrait. Même quand il n'y a que des hommes. Merci Sitafa, merci Herminio. Mais il y a du travail quand on vous entend, Souad, Oriane. Comme vous avez des garçons, Herminio apparemment, et Sitafa plus que de femmes, donc du coup vous avez peut-être aussi du travail du coup, là, avec ces garçons que vous avez sous la main. Puisque voilà, on comprend que les femmes font ce qu'elles peuvent, et c'est bien, elles défendent leurs droits. Et en même temps, peut-être que les hommes ont aussi à bouger. Non, mais ce que je peux observer, c'est que nos jeunes sont pas du tout réfractaires et plutôt eux aussi. Ces questions-là leur parlent. Je parle des garçons, là, oui, fait, que eux aussi ont envie que ça bouge, sauf que ça prend du temps et que effectivement les gens qui peuvent bouger des leviers doivent le faire. Et ceux qui peuvent bouger des leviers doivent le faire. Donc effectivement, nous qui avons des écoles. Et puis, et je rejoins Oriane aussi sur la question de la conception.
Moi, mon métier, en fait, c'est de faire du design d'expérience utilisateur. Donc, j'ai accompagné les entreprises sur de la conception. Et effectivement, dans des ateliers de design thinking, on remarque, on voit bien que... Vous voulez dire sur la prise de parole, sur la présence? En fait, plus l'équipe est diversifiée, plus le travail derrière est qualitatif. Donc, ce qui ressort, le cliché qui va ressortir, la conception qui va ressortir d'une équipe avec une seule catégorie, si je puis dire, est bien moins qualitatif qu'une équipe qui est diversifiée. Peut-être avant de donner la parole au public dans quelques minutes, il y a vous sentez une différence par rapport à ces thématiques-là chez les hommes, hein, du coup je m'adresse plutôt à vous, Herminio et Sitafa, vous sentez une différence générationnelle? Est-ce que les hommes, on va dire les plus jeunes que vous, que vous formez, oui, sur ces questions-là, est-ce que vous semblez... Moi, par exemple, je sais que je fais ce constat-là, de manière générationnelle, j'ai 48 ans, je sais qu'il me semble que les jeunes hommes d'aujourd'hui sont un tout petit peu plus wake. Non, ils sont plus... Non, rien, pas du tout. Mais moi, avant de venir... Je suis absolument pas d'accord, et en plus, c'est une bonne façon de se cacher derrière le petit doigt en se disant, de toute façon, l'histoire va faire que... Alors que si on mène pas les combats, l'histoire ne fera absolument rien, voire même... On retournera en arrière. Alors, ça revient à ce que je disais je pense tout à que c'est l'heure. vraiment pas... Enfin, c'est pas un problème de génération. Et c'est trop facile de dire ça, et c'est juste attendre que ça se passe. Non, en fait, ça se passera pas. Ce que je disais tout à l'heure sur l'étude, le papier que j'ai lu, que si on ne fait rien, la parité sera atteinte en 2120. 2120, c'est énorme. J'ai du mal à y croire. Moi, je pense qu'on en a encore pour un millénaire. C'est une étude de Microsoft, si je ne me trompe pas. Okay. On peut le trouver très facilement en mettant le sujet sur Google. Il vous donnera. Donc... oui, quand on demande aux jeunes, ils vous diront que non, il n'y a aucun problème. Moi, j'ai posé la question, j'ai fait un Google Form comme ça que j'ai envoyé aux étudiants, juste leur disant, pensez-vous que les filles sont moins compétentes que les hommes dans les métiers du numérique? Oui ou non? Je leur ai demandé, ne m'argumentez pas, j'ai 100% de réponses, ils m'ont dit non, ils s'en fichent en fait. Alors, on peut effectivement se dire, mais... Moi, je lis des papiers qui me disent que non, les femmes se mettent des barrières, pensent qu'elles sont moins compétentes. Certains hommes aussi pensent qu'elles sont moins compétentes dans les métiers tech. Mais c'est quoi le problème? Donc, on peut effectivement se dire qu'il y a un problème générationnel. Mais si je mets en regard le papier que je viens de lire, qui me dit que si on ne fait rien en 2120, c'est quand même très, 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 très loin. Ça veut dire qu'il ne faut pas rester les bras ballants en disant que non, on va laisser le temps faire. Non, il faut être proactif, il faut y aller. C'est à nous de former. Je pense que ça passe aussi par la formation. Mais par la formation aussi, tout à l'heure, depuis tout à l'heure, on parle aussi de représentativité de modèles. Il faut qu'il y ait des femmes sur qui les jeunes filles peuvent se dire « Ah oui, c'est ton modèle pour moi ». Mais quand on voit la représentation dans le monde de la tech, ce que je disais tout à l'heure, ce sont des hommes blancs, 40, 50, 60. Voilà, c'est ça. Donc il faut y aller en fait. Soit avant de donner la parole au public. Moi, je voulais juste dire que si on éduquait les garçons comme on éduque les filles, déjà le problème serait réglé. Et ensuite, aujourd'hui, on s'adresse quand même souvent aux femmes pour régler le problème. Mais ça devrait être les hommes qui devraient prendre ce problème-là et le régler et investir tous les espaces et en parler et mettre les moyens pour attirer. Enfin, je veux dire, c'est... Oui, mais un tyran ne renonce à sa tyrannie que s'il est obligé. et aujourd'hui, on a de plus en plus de femmes qui créent des initiatives pour attirer des femmes, etc. Là, par exemple, pour l'histoire de 42, c'est simple. Xavier Niel, il a juste mis une femme directrice et elle a réglé le problème. Mais ça devrait quand même être aussi le problème... Enfin, ce problème devrait aussi être réglé par des hommes. Donc c'est quand même dommage qu'à chaque fois, on vienne et qu'on rappelle que... Et en plus, ça bénéficie autant aux hommes qu'aux femmes. Donc vraiment, c'est dommage qu'il n'y ait pas plus d'hommes qui s'investissent, qui mettent les moyens et qui se disent on a vraiment un problème. Et pas juste les hommes, d'ailleurs, qui ont une fille et qui se disent à moi, pour ma fille... Non, vraiment, c'est un problème de société et il faut qu'il y ait autant d'hommes sur ces combats-là que les femmes.
On peut allumer un peu la lumière sur notre cher public. Ah, voilà. Alors, des micros circulent. Y a-t-il des réactions? C'est moi qui suis le maître du temps, en fait. Donc, on peut se donner 5-10 minutes. Allez, Allô? Des réactions? Oui, c'est bon. On vous écoute. Bonjour à tous. Régie. Doralie Besnard, je travaille pour la métropole Rouen-Normandie. J'ai eu la chance avant ça de travailler pour Normandie Web Expert. Et ça a toujours été un sujet pour nous, la mixité. C'est un vrai gros sujet. On a notamment participé à un programme qui s'appelle Wi-Fi par la Fondation FACE. Je vois des mouvements de tête. Et en fait, mon interrogation, c'est par rapport à tous ces publics, et notamment ceux dans les quartiers prioritaires qui ont un fort potentiel, et qui, eux, c'est double peine en fait pour eux, parce que ils ont moins accès à certaines infos, etc. Et il y a un vrai rôle de la famille aussi et des stéréotypes. Et en fait, ma question, c'est, je vois que dans les écoles, ça bouge pour essayer de changer les codes. Et est-ce qu'à votre niveau, vous connaissez des initiatives qui visent aussi à sensibiliser les familles, les parents, les frères et sœurs, enfin voilà, je pense qu'il y a tout ce volet derrière sociétal qu'il faut aussi travailler au-delà de tout le travail que vous pouvez faire dans les écoles. Qui veut répondre, qui réagir? Oriane. Alors, je ne sais pas si je vais répondre à votre question, mais ça me fait penser à un sujet qui est un peu plus... On a un problème de compréhension assez large de ce que c'est que le numérique et des cultures numériques en France. Et en fait, pourquoi je dis ça? Parce que en fait, je pense que malheureusement, enfin, je sais, hein, les données et les enquêtes le montrent, c'est un problème qui est en plus plus criant dans les quartiers dits pudiquement populaires. Et donc je pense que le sujet que vous adressez, c'est un sujet qui est compliqué, notamment du fait de ces problèmes-là. Auparavant, je travaillais sur les questions d'inclusion numérique au sens d'usage. Et en fait, on sait qu'en France, on a, sur les 65 millions de Français, on a à peu près 13-14 millions de Français qui sont complètement éloignés du numérique, c'est-à-dire qui n'ont pas compétences de base ou qui n'ont pas d'utilisation du numérique. Je ne saurais pas vous dire les pourcentages des personnes qui sont dans ces quartiers-là, mais c'est majoritairement dans ces quartiers-là parce que ça superpose à des difficultés sociales, de langage, etc. Et en fait, quand on a dit ça, bah, malheureusement, on répond un peu à votre problème. C'est compliqué parce que voilà, on ne comprend pas ce que c'est que le numérique, on en est loin, on ne s'en est pas saisi. Et en plus, par ailleurs, nous, sur les initiatives qu'on porte côté Open Classroom sur des quartiers spécifiques, qui sont des dispositifs soutenus par l'État, qui notamment des prépas à l'apprentissage, on se rend compte qu'en fait, pour nombre de ces familles, les métiers du numérique ne sont pas des métiers d'avenir. Donc il y a un problème culturel, on ne sent pas ça, on ne sent pas que c'est un métier d'avenir, donc du coup c'est pas un métier sur lequel on va pousser quelqu'un à aller, alors que évidemment ça l'est. Et le seul imaginaire un peu du métier numérique qu'on peut avoir, c'est un métier c'est un métier malheureusement caricatural qui va être, en fait on va utiliser une appli pour faire chauffeur ou voilà. Et en fait c'est terrible hein, parce qu'on a peu d'imaginaire autre que ça. Et donc, ce problème-là superposé au problème de, finalement, on a des usages qui sont assez faibles ou quand ils sont développés, ils sont peu développés, mais de toute façon, en France, on a un problème de culture numérique, donc de compréhension autre que, du côté ce que ça apporte le numérique, autrement que seulement par la capacité à comprendre que c'est des technologies et c'est du matériel. Je pense que ça pose problème. Et moi, à ma connaissance, il y a énormément de réseaux d'acteurs, mais vous les connaissez aussi bien que moi, qui font autre chose, qui font du travail social, de la médiation sociale, etc., qui sont rentrés dans le numérique parce qu'ils n'avaient pas le choix. Ils se sont rendus compte que dans leur quotidien, il fallait qu'ils prennent une compétence un peu d'accompagnement au numérique, etc., et qui vont peut-être être des relais. Mais je ne connais pas d'initiative en propre
mais il y en a. Je ne connais pas d'initiative en propre. Mais tout ça, je pense qu'il y a aussi ce sujet-là des questions des cultures numériques, d'appropriation des opportunités du numérique, notamment aux professionnels. Ouais. Moi, je vais apporter une liste. Alors, Bicomtech. Donc, c'est que pour des filles de quartier qui proposent en fait, qui proposent en fait de s'adresser aux familles et qui en fait proposent pendant les vacances scolaires des moments avec les parents, avec les frères et sœurs, etc. Il y a Columbus qui propose aussi des cursus pour les parents et dont les enfants sont en école, donc chez Columbus. Et après, globalement, moi, comme j'ai grandi dans un quartier à Orly, dans le 94, c'est quand même assez courant que dans les quartiers politiques de la ville, il y en a 1513 en France, il y a un tissu associatif énorme. Beaucoup travaillent avec les centres éducatifs, les centres sociaux. Vous trouverez toujours des initiatives dans le numérique, là où il y a des femmes qui sont en difficulté, des mamans, des familles qui vivent dans la précarité. Vraiment, il y en a partout. Pour moi, il faut vraiment aller voir les assos de quartier. C'est plutôt les assos ou la puissance publique? Les assos et les centres éducatifs et sociaux. D'accord. La puissance publique est un peu là aussi, parce qu'on s'interroge du coup. Est-ce que les pouvoirs publics, on l'avait peu évoqué tout à l'heure avec Oriane, est-ce que la politique publique prend la mesure de ces questions-là? Absolument pas. Alors non, je veux dire, il existe une politique de la ville, c'est des miettes pour les quartiers. Je ne vais pas rentrer dans le sujet de la politique de la ville. Il y a des politiques de soutien nationales aux initiatives en faveur de l'inclusion numérique. Pardon, c'est un peu d'autopromo, mais c'est ce que je pilotais avant. Donc je sais. Et sur la métropole de Rouen, il y a des initiatives, notamment financées par l'État, dans les tiers-lieux et dans d'autres types d'associations. Ça marche? Pardon? Ça marche, c'est efficient? Ça existe. C'est des personnes qui ont été formées pour justement être des accompagnateurs et des médiateurs dans le numérique. Ils ont le mérite d'exister. J'en ai rencontré une qui est justement à Petit-Quevilly, au Copo Numérique, qui fait des ateliers avec des personnes âgées, avec des personnes qui sont en difficulté, avec même des infirmières qui se retrouvent en galère parce qu'en fait, à l'hôpital, on ne les a jamais formées à ça. Ça existe. Ça existe dans plein d'associations, comme Sol l'a dit, elle a raison. Il y a énormément d'associations mais, qui sont rentrées dans le numérique parce qu'en fait, les habitants, les gens qui venaient les voir, leur ont remonté des problèmes numériques, mais qui ne sont pas des associations numériques à la base. Et les centres sociaux, typiquement, ils sont rentrés dans le numérique, dans l'accompagnement numérique, ils le font, les missions locales, il y a plein de... même les guichets des services publics le font, etc. On fait le travail de l'État, quoi. Oui et non. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a quand même des initiatives de l'État. Après, je ne veux pas rentrer là-dedans parce que voilà. Mais il y a des conseillers numériques qui sont à Petit-Quevilly, il y en a qui sont partout dans la métropole, il y en a partout en France. Et il y a d'autres initiatives qui ont été soutenues depuis longtemps par l'État. Oui, il ne s'agit pas de dénigrer ce qui existe. Voilà, non, mais c'est sans doute pas à la hauteur des enjeux en termes de formation, d'acculturation, d'appropriation du numérique et surtout de construction de la place de tout le monde dans cette société numérique, que ce soit dans une place de citoyen comme dans une place de professionnel du numérique, ça c'est certain, mais ça existe, ça existe. Bon, c'est encore un vaste débat. Des questions encore, on se donne encore 4-5 minutes. Alors moi je vois rien, donc c'est aux personnes... Là, je suis tout au fond. Oui, moi, okay. Moi je peux pas donner mon micro, donc... Bon, ok, bonjour. Voilà. En fait, moi, je suis vachement mitigée avec tout ce que vous avez pu dire parce que je suis une femme alternante dans le numérique. Et en fait, je trouve que, par exemple, adresser des communications spécifiques aux femmes, etc., finalement, ça ne fait que renforcer l'écart entre l'homme et la femme. Moi, personnellement, je trouve que c'est particulier et même dérangeant de devoir mettre des étiquettes de la femme dans le numérique. Je trouve que ça fausse vraiment l'écart entre l'homme et la femme. Normalement, je pense que le problème, finalement... Alors, je trouve que les démarches sont louables, mais pour autant, ça ne fait mettre que des étiquettes sur le front des femmes en disant « ça y est, je suis une femme reconnue dans le numérique », alors qu'en fait, le problème de fond, finalement, c'est juste l'éducation des gens et des hommes et des femmes aussi. Et normalement, il ne devrait pas y avoir un problème de genre
dans ce milieu. Et d'ailleurs, ça s'applique aussi dans le milieu industriel, où il y a énormément d'hommes, etc. Et donc, en fait, je trouve que devoir faire des communications adaptées aux femmes, en fait, je trouve que ça veut rien dire, et je ne sais même pas qu'est-ce que ça signifie. Oui, enfin, devoir s'adresser aux femmes. Il y a quand même un genre surreprésenté. Oui, mais peut-être. Je laisse réagir. Très brièvement, en fait, c'est que le problème est là. Il y a un problème, on le sait. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on laisse les femmes de côté ou pas? Non, je vais rester très factuel, je suis très factuel. Effectivement, tu as parfaitement raison. Je pense qu'il faudrait que nous arrêtions de penser le recrutement en mode genré. Mais si on ne le fait pas, qu'est-ce qui va devenir? On attend 2120 pour qu'il y ait des femmes dans le numérique? Non, mais tu as raison, dans l'analyse que tu as dit là, c'est vrai. Après, c'est aussi quelque part un peu sous-estimé. C'est aussi sous-estimer finalement les ambitions des femmes, parce qu'on n'est pas obligé d'attendre une communication où on peut se retrouver pour aller dans ce domaine. Du coup, je suis partagée. Je trouve que c'est bien d'aller dans ce sens, parce que je suis une femme actrice dans le numérique, donc je l'entends parfaitement, je dénigre pas, mais je trouve que ça creuse encore plus le fossé, parfois en fonction de la manière dont c'est amené. Voilà. Oriane. Je pense que la question fait... Alors, Oriane Ledroit, on vous écoute. Je suis un peu triste de cette question, mais je pense que malheureusement, c'est toujours une question qu'on entend de la bouche de femmes, parce que vous confondez, et pardon, je vais être assez directe, vous confondez votre propre situation à la situation d'un collectif et d'une société française qui n'est pas la vôtre. Et donc en fait, moi aussi j'aimerais ne pas avoir à faire ce genre de table ronde. Moi aussi j'aimerais ne pas avoir rencontré Souad. Moi aussi j'aimerais vivre dans un monde où en fait tout le monde se sent légitime. Moi aussi j'aimerais ne pas me poser la question quand je rentre en réunion de si j'ai assez préparé ma réunion pour savoir si je vais être légitime à parler, etc. etc. Et malheureusement en fait, ce monde n'existe pas collectivement en fait. Donc c'est très bien que vous sentiez en capacité d'eux, mais je pense que collectivement on n'y est pas. Et je pense que malheureusement, individuellement, il y a encore beaucoup trop de situations où on n'y est pas non plus. Et donc c'est tout ce que je peux dire en fait. C'est très bien pour vous et je suis ravie de l'entendre et j'espère que de plus en plus les personnes et les femmes penseront comme vous. Mais clairement, on n'y est pas. Il y a encore du travail pour déconstruire l'univers de la tech, l'imaginaire de la tech. Une question là, et puis, alors, on va en prendre encore deux, et puis, alors, je ne gère pas les micros, donc il y avait, j'ai vu un bras se lever là, très haut là, il y a un ici. Vous avez un micro, monsieur, allez-y, okay. Puis on ne vous oublie pas. Merci, bonjour à toutes et tous. Abdelkrim Marchani, moi je suis élu à la métropole. Je voudrais juste intervenir par rapport à la question qui vient d'être posée, parce que ça c'est important. Moi je trouve que la question elle est saine, parce qu'elle est posée par, ce que je comprends, une jeune, et donc c'est plutôt intéressant d'entendre des jeunes expliquer que pour eux, ça ne devrait pas être comme ça, parce que ça c'est sain d'avoir cet état d'esprit-là. Maintenant, peut-être un témoignage. Je suis un élu qui travaille, et dans l'entreprise où je suis, dans le milieu industriel, il y a des entreprises qui ont été courageuses, qui ont fait ce que vous avez dit, Souad, c'est-à-dire qui ont donné la place aux femmes, c'est-à-dire que quand il y avait des choix à faire, les choix étaient portés sur les femmes. Ça a grincé de l'intérieur, ça fait 10 ans que cette entreprise fait ça, ça a grincé énormément de l'intérieur et ça grince encore de l'intérieur. Mais le résultat est là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, au niveau du head management, il y a des femmes, de plus en plus de femmes, toujours pas assez, parce que c'est des métiers très dits masculins, mais à un moment donné, vous devez accélérer les choses parce qu'en réalité, ce qui se passe, c'est que quand vous n'agissez pas, très concrètement, en fait, ce qui se passe, c'est que vous reculez. Et c'est ça qui est le plus grave, c'est-à-dire que quand vous amorcez un changement, ce changement ne se maintient même pas dans le temps. Il n'est pas assez ancré dans les générations. Donc on a besoin d'agir. Vous l'avez dit pour les femmes, c'est vrai pour les QPV, c'est vrai pour les personnes qui sont issues plutôt de zones rurales, qui n'ont pas les codes, qui n'ont pas les réseaux. Donc on a besoin, et là pour le coup c'est l'acteur politique qui parle, on a besoin d'agir de manière très concrète parce que l'urgence est vraiment là. On ne peut pas imaginer une société apaisée quand vous avez tout un pas de la société qui est à côté de ce qui se passe. Et donc, tout à l'heure, vous disiez que l'entreprise a un rôle énorme au sein de la société. Ça, c'est vrai. On passe un temps fou au boulot. Si au boulot, on ne partage pas un certain nombre de choses ensemble,
Comment voulez-vous que la société puisse partager? Ça, c'est juste impossible. Donc, je vais complètement dans votre sens. On a besoin que les entreprises et que les pouvoirs publics agissent plus en ce sens. Merci. Je vois des personnes debout. Vous pouvez vous mettre dans les rangs, vous asseoir. Hein. Je ne sais pas si vous restez debout si vous voulez. Il y a une question, puis une autre au-dessus. Voilà, monsieur qui levait la main. Bonjour, Axel Offroy, je suis avocat. Je salue effectivement l'initiative d'avoir plus de femmes dans la tech. Je suis spécialisée en nouvelles technologies, donc j'essaye d'œuvrer à mon petit niveau dans ce domaine-là. Ce marché et ce domaine de compétences, j'ai été le chercher toute seule. J'ai été le chercher pour une question de curiosité, d'appétence. Mais je crois fondamentalement que toutes les femmes ont leur place dans les métiers hautement techniques. Pour ce qui est de mon métier, celui de l'avocat, il y a quelques dizaines d'années, c'était un métier à 100% d'hommes. Aujourd'hui, il y a 80% des femmes qui sortent des promotions, des avocats qui sont des femmes. Je ne trouve pas bon non plus dans un métier d'avoir un déséquilibre entre les hommes et les femmes. Donc oui pour cette énergie et bravo pour vos initiatives, mais je crois que les femmes effectivement doivent se saisir de ces sujets-là elles-mêmes. Il y a des complications et vous y répondez, et encore une fois c'est formidable, mais les femmes ont vraiment un rôle. Après, la difficulté qu'on voit dans des domaines techniques, c'est que les femmes, elles sont là, elles vont, je pense, y être de plus en plus dans le domaine des nouvelles tech, mais la problématique, c'est les dirigeants. Et aujourd'hui, moi, j'accompagne des entreprises, j'ai 90% de mes clients qui sont des hommes. Les femmes exécutent leur rôle, leur domaine de compétences dans la tech notamment, mais elles ne sont pas dirigeantes. Et on sait quelles sont les problématiques. Pourquoi elles ne dirigent pas aujourd'hui les sociétés? Elles ont d'autres obligations, notamment d'être mères. Ça prend un certain temps. Et c'est plus ça, en fait, aujourd'hui, que c'est plus un coup de gueule par rapport à ça. C'est que je trouve que les femmes ne sont pas suffisamment dirigeantes des sociétés aujourd'hui. Et le changement, il est au niveau de l'éducation, mais il est aussi permettre aux femmes de diriger des sociétés et pas uniquement d'être à son compte toute seule. C'est aussi diriger des grandes sociétés. Il y en a de plus en plus, c'est formidable. Hein. On le voit dans toutes les entreprises du CAC 40 français, il y a de plus en plus de femmes qui sont au comité de direction. Mais ça aussi, ça va permettre de changer. Je suis obligé de vous interrompre, oui. Excusez-moi, c'est très intéressant tout ce que vous dites. Il y a... Justement, comment on a fait pour qu'il y ait des femmes dans les COMEX, des femmes dirigeantes? Une loi. C'est pour ça que tout à l'heure, je voulais juste réagir. Je comprends, hein, moi aussi, j'aimerais que toutes les initiatives pour attirer les femmes n'existent pas. Hein. Mais toi, tu as accès à l'information et tant mieux si tu as réussi par toi-même, tant mieux. On voudrait, nous, que toutes les femmes puissent être comme toi. Mais aujourd'hui, en fait, il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas accès à cette information. Il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas les moyens de financer des formations. Et aussi, en fait, dans notre société, il faut voir les privilèges que nous avons et comment on peut aider ceux qui n'ont pas accès à ces privilèges et comment on peut leur permettre d'avoir accès aux mêmes droits, d'avoir accès aux mêmes privilèges. C'est ça, en fait, qu'il faut faire. Hein. C'est pas juste se dire moi, j'y suis arrivée, pourquoi les autres, elles n'y arrivent pas? Sinon, on ne change absolument pas le monde dans lequel on vit. Dernière réaction, allez, rapidement. Merci beaucoup. Il y avait la personne qui levait la main depuis tout à l'heure. Et puis on va être obligé d'enchaîner, on a beaucoup de retard. Allô, désolé. Bonjour, Frédéric Varnier, donc Soprasteria. Déjà merci pour ce tour de table, cette table ronde, parce que je vois que ça fait réagir, il y a beaucoup de débats et puis des points de divergence, on va dire. Bon, je pense qu'on est assez d'accord pour dire en tout cas que ce problème-là sort quelque part. En tout cas, c'est pas uniquement un problème du numérique, c'est un problème bien plus large, un problème de société, hein, on peut le dire. Ma question est plus pragmatique et vient d'observation de l'échange. J'entends que d'un côté, My Digital School et Normandie Web School éprouvent des difficultés finalement à être attractifs et à recruter du public féminin. De l'autre, on a des codeuses qui croulent sur les demandes, donc 300 femmes qui souhaiteraient participer à des formations de numérique, mais il n'y a que 30 places. Donc ma question elle est simple, c'est que deviennent les 270 femmes qui n'ont pas la chance de faire cette formation? Et est-ce qu'il existe des partenariats, du coup, avec d'autres écoles? Évidemment. Bonne idée. Évidemment, avec la Normandie nous, Web on n'a pas besoin que toutes les femmes viennent chez Décodeuse. On a besoin que toutes les femmes aillent dans toutes les formations. Et au contraire, on source
toutes les femmes qui candidatent chez Décodeuse et qui ne peuvent pas aller au bout, parce qu'en fait, on a créé un process de sélection, étant donné qu'on avait 300 candidatures pour 30 places par promotion. On source en fait autour on source pour les écoles qui sont autour. On envoie chez 42, chez Connexio, chez Social Builder, chez Simplon, chez Webforce 3, on envoie en fait, dès que toutes les candidates ont envoyé leur candidature et qu'elles ont passé des tests techniques, toutes celles qui veulent poursuivre, en fait, on les envoie parce que justement, on travaille en communauté. On a créé à Paris un collectif, on l'a appelé le réseau numérique, et dedans, il y a toutes les formations dans Paris, par arrondissement. Et par exemple, nous, dans le 20e, on est 13 acteurs donc, de la formation professionnelle et de l'insertion professionnelle. Eh bien, en fait, on travaille tous ensemble. On se réunit régulièrement. On discute des dates de rentrée, parce qu'on n'a pas forcément les mêmes dates de rentrée. Et donc, dès le départ, en fait, on travaille ensemble pour savoir comment on peut, nous, permettre à toutes les écoles de recevoir toutes les candidatures auxquelles nous, on n'a pas pu répondre. Au contraire, c'est notre objectif, c'est qu'il y ait plus de femmes dans la tech. Donc, nous, vraiment, de manière spontanée, on partage les contenus, on partage les astuces, on partage les bonnes pratiques, on fait des réunions d'information avec tous les acteurs du numérique. Il n'y a que comme ça qu'on y arrive. Donc, je suppose qu'à Rouen, l'idéal serait de faire la même chose. Je ne sais pas s'il existe des initiatives locales équivalentes à Décodeuse, mais en tout cas, moi, je serais ravie, par exemple, de proposer des réunions d'information pour faire connaître les écoles qui manquent de femmes. Enfin, je veux dire, le problème, c'est de résoudre la présence des femmes dans les écoles et dans les entreprises. Donc, il faut qu'on travaille ensemble. Merci Souad Boutegrabé, ambassadrice de cette cause de la parité. Merci beaucoup à toutes et tous. Je suis obligé d'interrompre là ces débats passionnants. Merci à vous. La tech a encore des efforts pour être complètement woke. Nous allons passer à notre troisième conférence. Merci à vous. Merci beaucoup.